Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Verizon? Non, en fait, ce n'est pas une opportunité d'investissement sur Verizon. En fait, il y a un risque dont personne ne parle souvent ici. D'accord, c'est un risque. Mais j'ai découvert que Zone Bourse ici avait mentionné ceci dans un article ici. Donc, on va essayer de mettre un peu les choses au clair. Parce qu'en fait, je ne suis pas très d'accord avec cet article-là. Mais le point levé en question est très important. Notamment, ça pourrait vous servir pour d'autres analyses ici, sur d'autres entités. Surtout les entités américaines. Je ne sais pas si en Europe, c'est à peu près la même chose. Mais on va voir ça ici tantôt. Donc, ici, l'article en question s'appelle Verizon Communication Action plombée. OK, donc on va lire ça ici rapidement. Donc, en effet, lorsque le taux 100... Donc, on a commencé très, très loin. Donc, on dit ici que la chute des valorisations des opérateurs de télécom américains envoie un avertissement clair aux investisseurs européens. OK, donc, en effet, lorsque le taux sans risque, celui des bons du Trésor à 10 ans, caresse les 4%, les investisseurs exigent naturellement une prime de risque pour les actions distributrices de dividendes variables selon le potentiel de croissance et les activités sous-jacentes. Donc, les multiples de valorisation sont influencés par le taux sans risque. Si on a un taux à 4%, il est très difficile d'imaginer payer une entreprise à 25 fois les bénéfices, parce que 4%, c'est 25 fois les bénéfices. Okay? Quand on a une entreprise, quand on a des taux sans risque à 4%, il est très difficile d'aller investir sur une compagnie qui n'a pas de croissance. Okay? Donc, c'est pour ça, généralement, que quand vous choisissez les multiples de valorisation, soyez très, très prudent. OK? 25 fois les bénéfices, il faut vraiment que vous ayez une croissance au moins minimum de 10%. Et encore, il faudrait même que cette croissance soit un tout petit peu certaine. OK? Donc, faites attention aux multiples de valorisation que vous allez payer. Le fait qu'on dise ici, le fait qu'on demande une prime ici pour les entreprises qui versent des dividendes, ça veut juste dire qu'on demande un prix plus bas que ça. OK? C'est-à-dire que si une entreprise verse des dividendes, disons qu'une entreprise ici s'est négociée à 25 fois les bénéfices, verse des dividendes ici et n'a pas de croissance, techniquement, ça n'a pas de sens. OK? Les opérateurs de marché vont vouloir payer. Je ne parle pas du rendement de dividende. Les investisseurs ne demandent pas 4% de rendement de dividende. Ils demandent une prime additionnelle, c'est-à-dire que le prix qu'ils vont payer par rapport aux bénéfices, par rapport aux bénéfices nets ici. Donc, enfin, quand on dit les bénéfices, que si l'entreprise vous appartenait, enfin, simple ici, je le fais toujours ici sur cette chaîne-ci. Donc, admettons que vous avez une entreprise ici qui a le potentiel de vous reverser $1 ici par action en termes de dividende et que vous la payez à $25. Et quand je parle de dividende, $1 par action ici, en termes de dividende, ça veut dire que les bénéfices nets qu'elle a aujourd'hui, c'est $1. Donc, si elle vous reverse la totalité du $1 ici, vous avez 4% de rendement. Ce n'est pas ça que le marché va demander. Et si vous n'avez pas de potentiel de croissance assez élevé, disons aux alentours de 10% au moins pour les années à venir, le marché va avoir tendance à demander une prime supplémentaire. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 25 fois les bénéfices, il va demander peut-être 17 fois les bénéfices par là, ce qui revient à 6% de rendement au lieu de 4%. OK? Donc, pour des groupes comme Verizon ou AT&T privés de croissance hors inflation, il est donc naturel que les valorisations s'ajustent automatiquement à la baisse pour assurer des rendements dans la fourchette de 7 à 9%. Donc, quand on dit, je ne sais pas, maintenant, est-ce qu'on dit 7 à 9%, est-ce qu'il parle de rendement de dividende ici? Je ne serais pas très d'accord avec ce propos-ci, d'accord? Si on parle ici de rendement des bénéfices nets ici, par rapport au prix d'acquisition, oui, 7 à 9% ici. Donc, c'est entre 10% ici, enfin, entre 10 fois les bénéfices ici, d'accord? Enfin, 9%, ça représente à peu près, voilà, si je calcule ça rapidement ici, on fait ici 100 divisé par 9, ok, ça fait à peu près 11 fois les bénéfices. 7% ici, ça représente à peu près combien? 14 fois les bénéfices. Donc, entre 11 et 14 fois les bénéfices, ok, soit le taux sans risque de 4%, plus une prime de risque comprise entre 3 et 5%. Donc, la prime de risque, généralement, ça dépend de plusieurs paramètres. Ce n'est pas un truc que j'utilise généralement ici. Mais bon, d'accord. Donc, vous comprenez pourquoi sur ce genre d'entreprise, il est difficile d'aller payer des multiples assez élevés. Notamment également parce que c'est dans des entreprises ici à forte intensité capitalistique. OK? S'ajoute également la dette, etc. Donc, s'ajoute à cela une activité brûlante avec le scandale des câbles en plomb posés par ces opérateurs durant le dernier siècle et le risque de poursuite judiciaire pour enfreinte aux régulations environnementales. L'affaire pourrait coûter très cher aux deux telcos. Je ne suis pas très d'accord avec ça, bon, parce que c'est un peu plus, je dirais que c'est un peu plus complexe que ça. Il n'y a pas que ces telcos-là, et en plus, ce n'est pas quelque chose de volontaire à la fin de la journée. À la fin de la journée, la technologie nécessaire à ce moment-là, d'accord? Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Et encore, si on devrait même parler de scandales ici liés à l'empoisonnement au plomb, il y a des compagnies qui devraient payer bien plus que ça, qui n'ont presque rien payé du tout. Donc, il y a déjà des précédents. Donc, il faut nuancer les propos ici.
Ces développements renvoient les cours des actions Verizon et AT&T sur leur plus bas historique, donc des niveaux qu'elles n'avaient plus atteints depuis 2010 pour la première et depuis 1992 pour la seconde, donc entre Verizon et AT&T, et des rendements du dividende entre 8,3% et 8,2%. On ne voit ici qu'une saine évolution, on ne voit ici qu'une très saine évolution et plutôt qu'une correction, un retour à des niveaux. Attendez. On ne voit ici qu'une très saine évolution et plutôt qu'une correction, un retour à des niveaux de valorisation rationnels au regard du contexte de taux d'intérêt. Donc, les opérateurs telco, après tout, ne réalisent pas de croissance, tandis que leur activité hypercapitalistique consomme des parts toujours croissantes de leur cash flow d'exploitation. À ce titre, on ne peut attendre de leur part tellement mieux qu'une distribution de dividendes stable dans le temps. C'est sur ce point qu'il faut s'interroger. Les cash flows de Verizon couvre très largement la distribution, certes, mais on observe sur la dernière décennie une dette qui augmente de 86 milliards, soit presque autant que le total des dividendes versés aux actionnaires sur la période. Pourquoi ? Pourquoi cette énorme augmentation de l'endettement ? Car en dehors des opérations, il a fallu financer diverses obligations historiques, dont celles liées au plan de pension. Et c'est ça, c'est ça la partie importante. Donc, on mis la partie opérationnelle ici. Et attention, la plus grosse partie ici, techniquement, c'est surtout lié au fait qu'ils ont acheté des permis pour exploiter les réseaux 5G, etc. Donc, c'est un investissement pour le futur. Dans tous les cas de figure ici, ce permis-là peut être revendu également. N'oubliez pas. Donc, dans la plupart des bilans financiers des telcos ici, il y a des permis ici qui ont une certaine valeur. Une très grosse valeur. Je ne me rappelle pas de la compagnie américaine qui était presque en faillite, qu'on a racheté à plusieurs milliards ici, tout simplement parce que l'entité qui l'a racheté achetait uniquement les permis que cette entreprise-là détenait. D'accord ? Donc, c'est pour ça que les telcos, ce n'est pas un business aussi facile que ça. Pour exploiter le réseau 4G, il faut payer. Pour exploiter le réseau 5G, il faut payer. Pour exploiter, je ne sais pas s'il y aura la 6G, 7G ou 8G, il faudrait également payer. Donc, entre-temps ici, elle paye un montant en avance, d'accord, ce qui lui donne le droit d'exploiter ce réseau-là. Et entre-temps, ici, on va vous charger, vous, les clients, vous aurez tendance à payer un prix un peu plus élevé que sur la 4G ici, notamment pour pouvoir bénéficier de la puissance de la 5G. D'accord? Donc, c'est un investissement nécessaire. Sinon, elle se fait dépasser. OK? Et il ne faut pas également oublier que le secteur d'activité est consolidé aujourd'hui. Donc, il y a 3 grosses compagnies. Sprint, d'accord, Verizon et AT&T. Le reste sont des petites entités ici qui se débrouillent à gauche, à droite. D'accord? On continue ici. On parle ici des des plans de pension. La plupart des entités américaines ici, avant, ici, quand vous travaillez pour un opérateur, etc., vous aviez un fonds de pension. Ils s'occupaient également de l'assurance santé, etc. C'était bien, d'accord? Assurance de l'emploi, etc. Mais la population devenant de plus en plus vieillissante, vivant très très longtemps également, vous allez voir que la plupart des personnes qui ont pris la retraite, qui ont pris leur retraite, qui travaillent à Verizon ou bien à AT&T, sous le cas ici on parle de Verizon, voilà, l'entreprise a tendance à payer leur retraite, d'accord, une grosse partie, mais également pour leurs soins de santé. OK? Donc, vous vous dites que bon, c'est bien pour l'employeur. C'est un employeur qui prend soin de ses employés, même à la retraite. C'est une bonne chose. Mais à la longue, il faut à peu près financer ces dépenses-là. Et ces dépenses-là sont de plus en plus croissantes. Et parfois, certaines entités ici ont généralement ici des déficits à ce niveau-là. Parfois, l'entreprise peut également aller piocher dans la caisse du fonds de pension si le fonds de pension est bien capitalisé. Donc, il faut souvent faire attention à certaines variations. Mais vous allez voir également ici que ce n'est pas un problème. Au contraire, Verizon n'a même pas ce problème-là en date d'aujourd'hui. Donc, la remontée des taux d'intérêt devrait offrir un bol d'air sur ce point, mais l'expérience prouve qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, quand on dit la remontée des taux d'intérêt, pourquoi est-ce que ça devrait offrir un bol d'air ? Tout simplement parce que le fonds de pension en question, vous pensez qu'on va faire quoi avec l'argent ? On va l'investir. Si on l'investit sur les obligations gouvernementales, techniquement, ça va produire quelque chose, des rendements plus élevés que ce qu'on avait précédemment. Donc, c'est une bonne chose. Ce qui veut dire que la contribution ici de Verizon sera moins élevée. N'est-ce pas ? N'oubliez pas. L'affaire, par exemple, n'est pas sans rappeler le cas de General Motors, précipité dans la banqueroute en 2008, en premier chef à cause de son plan de pension. Donc, une différence avec Verizon, cependant, l'activité du constructeur automobile était intrinsèquement cyclique, tandis que les telcos continuent de s'appuyer sur une parfaite récurrence de leur volume d'affaires. En pratique, ils sont devenus de véritables utilities. Et ça, c'est vrai. D'accord ?
les telcos ici sont des business assez sûrs. Donc, quand, voilà, enfin, mobile ici, vous allez avoir tendance à payer. Et encore, il y a Internet derrière. Donc, dites-vous que ça devient ici un besoin de base. OK? Donc, reste le risque de poursuite judiciaire lié au scandale environnemental des câbles en plomb, dont le vieil adage boursier rappelle qu'il n'y a rarement qu'un seul cafard dans la cuisine. Lorsqu'on trouve un, c'est souvent qu'il y en a d'autres cachés derrière les meubles. La preuve, le scandale sort dans la presse quelques semaines après la première chute d'éthique causée par la remontée des taux. Donc, est-ce que c'est la remontée des taux qui cause à peu près la baisse du titre ici? Ça peut également être discutable également ici, parce qu'elle s'est négociée déjà à des niveaux de revalorisation très bas. Vous pouvez le voir ici, notamment avec Fastgraph, vous allez voir ici qu'on était déjà aux alentours de 10, 13 fois les bénéfices par là. Il faut également voir ici que le fait qu'il y ait des investissements massifs en cours présentement, ça peut prêter légèrement à confusion. Donc, parfois, les investisseurs ici se posent mille et une questions. Parfois, même certains se demandent, ouais, mais l'entreprise est de plus en plus endettée et elle doit payer le dividende de plus en plus élevé. Il y a des risques qu'on coupe ce dividende-là. Non, elle n'est pas endettée. En fait, si vous regardez bien, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, elle a les moyens également de payer cette dette-là. Si on parle de Verizon, c'est au moins 10 milliards qu'elle peut mettre de côté pour repayer la dette. En 5 ans, on a presque payé, voilà, je ne sais même pas. On a combien le niveau d'endettement en date d'aujourd'hui? Verizon, elle dégage à peu près une vingtaine de milliards ici par an. On s'attend à bien plus que ça. Donc ici, une fois que la période de dépenses sera effectuée, parce que dans cette dépense en capital, s'il y a des dépenses en capital de croissance. Donc elle a 183 milliards de dollars de dette nette. Dans ce 183 milliards de dollars ici, en 5 ans, on va repayer une grosse partie. Et attention, n'oubliez pas ici que vous devez prendre le ratio dette nette sur EBITDA. Généralement, c'est avec ça qu'on va aller à la banque pour s'endetter. OK? Donc, techniquement, on voit ici, c'est 3,4 fois les EBITDA. Oui, Thierry, parfois, tu nous avais dit, prends également le ratio dette nette sur EBITDA moins capital expenditure pour être encore plus conservateur. On a quel niveau ici aujourd'hui? On est à peu près à 6,1 fois. OK? C'est à des niveaux assez élevés, mais également, rendez-vous compte qu'il y a une partie ici qui prend en considération la dépense en croissance. Donc, faites très attention. Donc, c'est un business qui peut repayer. Si elle ne paye pas de dividendes, si elle peut repayer sa dette ici, en majorité, en 9 ans, elle a repayé sa dette. 9 ans. D'accord? Les années à venir, disons qu'elle met 10 milliards de côté pour repayer la dette ici. On a déjà enlevé 100, on est déjà à 130 milliards de dettes nettes qui restent. D'accord? Et d'ici à l'avènement de la 5G, de la 6G, entre parenthèses, il va y avoir du temps qui va se passer. D'accord? Donc, elle a déjà pris les devants pour le remboursement de la dette ici. Mais on parle du fonds de pension. Revenons dessus. Comme je l'ai dit tantôt, le fonds de pension est très important. Il faut toujours aller regarder s'il est correctement capitalisé. D'accord? Si l'entreprise doit de l'argent dans le fonds de pension, ce n'est pas bon. Parce que si les bénéfices nets ont tendance à diminuer, si on peut se retrouver dans une situation assez difficile. Ça, c'est surtout dangereux pour les compagnies cycliques. OK? Ou bien, pour les compagnies très cycliques comme les automobiles. Les compagnies automobiles tantôt. Ou bien les compagnies minières. Maintenant, est-ce que vous savez que Verizon en question, les charges liées au fonds de pension en question sont en train de diminuer? Ces charges-là sont en train de diminuer. Je vous prends un exemple. Vous allez dans les rapports financiers, vous tapez ici Funded, vous arrivez sur ce tableau-ci. Ça, c'est le rapport financier ici, je pense, de 2009. OK? En 2009, ici, elle devait dans son fonds de pension ici pour tout ce qui concerne ici le fonds de pension, ça c'est le fonds ici pour l'assurance santé et l'assurance vie. OK? Donc ici, dans ce fonds-là, en 2009, elle devait 24 milliards. D'accord? Pour le fonds de pension, c'était 3 milliards 200. Donc, quand on joint les deux ici, on est à peu près à 27 milliards de dettes. Ça ne veut pas dire qu'elle doit rembourser cet argent-là en date d'aujourd'hui. Non, pas du tout. Elle a une contribution annuelle ici, etc. D'accord? Donc, faites attention. Ça, c'est 2009. Maintenant, on va passer en 2016. On va passer ici en 2015. 2015, aujourd'hui, on se retrouve à peu près à 6 milliards pour tout ce qui concerne ici le fonds de pension. Donc, je pense ici qu'il y a une diminution. Enfin, quand je dis diminution ici, donc, il y a eu le fonds de pension ici est de plus en plus. Je pense qu'également, la contribution dans le manque ici de contribution de la part de Verizon et aux alentours de 6 milliards. Donc, il a augmenté, ce qui n'est pas bon. Mais le volume ici, également, en termes de fonds de pension, le volume ici, aujourd'hui, on se retrouve à 25 milliards, alors qu'avant, on était aux alentours de 30 milliards. Donc, ça diminue de plus en plus. Ça, c'est pour le fonds de pension ici en 2015.
2015, on est à 5 milliards 900 et pour le fonds de santé, on est à peu près à 22 milliards. Donc, quand on joint les deux, on est à peu près à 28 milliards. Donc, quand on va entre 2009 et 2015 ici, il y a plutôt une stabilité. On va le dire comme ça. Entre 2015 et aujourd'hui, genre 2022 quoi, le fonds de santé est à combien? 10 milliards. Le fonds de pension ici est à combien? 1 milliard 600. C'est-à-dire que Verizon doit 1 milliard 600 ici pour le fonds de pension et pour le fonds santé, assurance vie, on est à peu près à 10 milliards 600. Donc quand on joue les deux ici, coupons la poire, on sera à peu près aux alentours de 12 milliards 500. Donc en 6 ans, ça a diminué de plus de la moitié. En 6 ans. OK? Et quand vous regardez ce chiffre-ci, si demain elle a un problème avec le fonds de pension, techniquement, elle peut le repayer ça en 1 an. Juste avec les free cash flow. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. C'est un fund, ce n'est pas un problème, mais dites-vous également qu'il y a des gains du point de vue, du point de vue investissement. Donc, on dit actuarial gain ici. Donc, vous voyez ici que c'est 3 milliards qui sont rentrés dans les caisses ici, notamment par rapport aux différents investissements, etc. OK? So, quand on revient donc ici, sur l'article, on se rend donc compte que oui, on a soulevé on a soulevé ici le problème lié au fonds de pension, mais en réalité, voilà, c'est quelque chose qui peut être bien géré. Donc, parfois on appelle généralement ça le POPB. Généralement, quand vous allez voir ça ici, enfin, c'est le diminutif de Pension and Other Post-Retirement Benefit. Il faut toujours aller vérifier dans vos rapports financiers si la compagnie doit de l'argent dans son fonds de pension. Ici, elle doit de l'argent. Mais est-ce que ça met la compagnie ici à risque? Non. Parce que tout simplement, quand on regarde l'évolution ici, on voit on doit de moins en moins de l'argent ici. Donc, surtout en termes de volume. Avant, on avait 14 milliards à ce niveau-ci. Quand on regarde ici en 2009, on était à combien? 27 milliards. Pour le fonds de pension, on était à 30 milliards à cette période-là. Aujourd'hui, on est à combien? Aujourd'hui, on est à combien? Aujourd'hui, on est à 20 milliards. Donc, vous voyez que ça diminue de plus en plus. Et très souvent, ces entreprises, pour les nouveaux employés, elles ont tendance à les encourager à aller... comment on dit ça? Je ne pense pas qu'elle offre à nouveau des fonds de pension. Je pense que c'est plutôt pour les anciens employés. Par exemple, ici, les conventions collectives ici ont peut-être été renouvelées, ce qui veut dire que les nouveaux employés à partir de telle période n'ont pas droit au fonds de pension. Ça n'existe juste plus. Maintenant, si vous voulez investir, si vous voulez... vos fonds de pension, c'est vous-même qui allez vous en occuper, peut-être parce que l'entreprise va peut-être contribuer à un certain pourcentage, mais c'est une autre entité qui va gérer ça à l'extérieur de cette entreprise. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème, mais c'est toujours quelque chose à aller vérifier quand vous allez lire les rapports financiers. Donc, merci Zone Bourse d'avoir soulevé ce point-là. OK? Donc, je n'ai jamais mentionné ce point-là ici, tout simplement parce que, voilà, je ne considérais pas ça comme étant un problème, mais voilà, si vous voulez... toujours aller vérifier ça quand vous regardez une entreprise, surtout une entreprise américaine. Maintenant, les entités européennes, je ne sais pas si c'est le cas parce que je n'ai pas l'habitude de lire énormément de rapports financiers sur les compagnies américaines ici. Mais je sais qu'en Amérique, sur les compagnies européennes, mais en Amérique du Nord, c'est quelque chose qu'il faut généralement prendre en considération. OK? Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, Verizon, il n'y a pas de problème, mis à part le machin lié au plomb. On en a parlé sur une vidéo précédente ici. D'accord? Celle-ci, c'était juste pour adresser le point ici, notamment lié au fonds de pension. Pour soulever ce point-là, c'est important d'aller le vérifier quand vous lisez les rapports financiers. OK? Mais également, toujours remettre tout ceci en perspective, donc regarder l'évolution dans le temps de ce fonds de pension-là. Est-ce qu'il augmente ou diminue? La question qu'il faut qu'on se pose. Donc, comme d'habitude, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Dans le service Top Premium, généralement, je partage des notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Également, les notes d'analyse, c'est quoi? Je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et je vous présente mon avis ici. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on vous promet un quelconque rendement. Non, vous lisez vous-même les rapports financiers parce que si vous voulez investir avec conviction, vous devez vous-même faire une grosse partie du travail. D'accord? N'oubliez pas également que vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier des formations thématiques ici actuelles et à venir à un prix discount. Parce que dépendamment des secteurs d'activité, il faut poser certains types de questions. Et c'est le questionnement ici qui vous permet d'avoir les bonnes réponses. Vous posez les mauvaises questions, vous aurez les mauvaises réponses. Vous posez les bonnes questions, vous aurez tendance à obtenir les bonnes réponses. Uniquement vous concentrer sur les éléments qui comptent réellement. Comme par exemple ce problème lié ici au câble en plomb. Est-ce que quand vous regardez bien, je vous ai donné les différents articles. Ici, il ne suffit juste pas de dire « Oh, Thierry a dit ça ». Non.
Allez-y dans le Wall Street Journal, regardez ces articles-là, lisez-les, faites-vous votre propre avis. Maintenant, derrière, allez rechercher si on a déjà eu des scandales liés aux emplacements, liés au plomb sur lesquels les entreprises ont été condamnées. Regardez cela également. Et je tiens également à vous mentionner que les plaintes liées à ces problèmes liés au plomb-là, il y en a certaines qui datent depuis de 2013. Il y avait des class action ici, enfin, certains particuliers voulaient se constituer ici en class action et ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce que le juge avait rejeté ce case-là. Et ça peut créer un précédent, ok? Parce que voilà, c'est facile de venir dire empoisonnement au plomb, oh c'est grave, machin, depuis des années, depuis des siècles, mais voilà, c'était la technologie ici disponible à ce moment-là et ça fait des années, des dizaines d'années qu'on n'utilise plus ce type de choses, ok? Voilà à peu près. Maintenant, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.